9h-11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Nelly Olson, Brie Van de Kamp, Samantha Jones, si vous connaissez ne serait-ce qu'une seule de ces héroïnes de série, il y a de grandes chances pour que vous ne l'aimiez pas, cette anti-héroïne. Et pour cause, ce sont des anti-héroïnes par excellence. Mère indigne, femme superficielle, peste, coincée, hystérique, psychopathe, traîtresse, n'en jetez plus. Les qualificatifs ne manquent pas pour décrire celles qui mettent du sel à toutes les séries de fiction. Mais contrairement aux anti-héros, leurs homologues masculins, par exemple Dexter ou Dr House, largement entrés dans le cœur des téléspectateurs, ces femmes sont souvent invisibles et passent sous le radar des critiques et des médias. Pour quelles raisons ? Qu'est-ce qui fait pourtant que ces femmes jouent un rôle primordial dans la série ? Quelle est leur fonction et quel impact les anti-héroïnes ont-elles sur nous, sur vous, téléspectateurs, téléspectatrices ? C'est l'objet du livre de nos deux invités. Anaïs Bordage, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, vous êtes l'une des deux co-autrices de cet ouvrage, Petite éloge des anti-héroïnes des séries. C'est aux éditions Les Pérégrines. Avec nous, Marie Telling, bonjour. Bonjour. Vous êtes la co-autrice. Vous êtes journaliste au journal Elle. Oui, c'est ça. Et je vous ai pas demandé, Anaïs Bordage, ce que vous faites dans la vie quand vous n'écrivez pas ce livre. Je suis critique série ciné indépendante. Alors, quel a été le point de départ de ce livre, Anaïs Bordage ? Comment c'est venu ? On a été contacté par notre maison d'édition qui voulait qu'on fasse le petit éloge des héroïnes de série. Et quand on a dressé la liste de toutes les héroïnes qui nous passionnaient avec Marie, on s'est rendu compte que celles qui nous enthousiasmaient le plus, c'était les mauvaises, les revêches, les malpolies, les carriéristes, et que c'était vraiment ces défauts-là qui nous galvanisaient et dont on avait envie de parler. Et on s'est rendu compte aussi que les héroïnes, elles ont déjà été beaucoup plus traitées dans les médias et dans la littérature, alors que les anti-héroïnes, il y avait encore beaucoup de choses à raconter sur elles. Quelle définition, justement, vous donnez, Marie Telling, des anti-héroïnes ? Les anti-héroïnes, c'est le pendant féminin du anti-héros. Donc le anti-héros, c'est Tony Soprano. Et les anti-héroïnes, c'est ce pendant féminin, c'est des femmes qui sont complexes, qui ont beaucoup de défauts, qui ne correspondent pas aux critères absolus de la féminité et qui vont à l'encontre, au contraire, des demandes des requis de la féminité. Mais on les aime pour ça, justement. Alors, ça va même plus loin, puisque dans la préface, vous avouez vous sentir proche des anti-héroïnes parce que vous dites avoir le sentiment d'être comme elles, imparfaites. Je vous cite, comme beaucoup de femmes, nous avons souvent le sentiment de ne pas être assez douce, assez jolie, assez empathique, assez maternante, assez discrète et assez calme. C'est assez fort de dire ça. Oui, mais je pense que tout le monde se retrouve là-dedans. Toutes les femmes vont se retrouver là-dedans. Il y a énormément de demandes sur les femmes et d'exigences et on ne peut pas cocher toutes les cases et c'est ça qu'on voulait montrer aussi à travers le livre. Et vous dites aussi quelque chose dans la préface qui va totalement contre la doxa et la pensée ambiante. On ne parle que de femmes puissantes, c'est même le prix Goncourt, si je me souviens bien, 3 femmes puissantes. Vous dites les personnages féminins forts sont devenus des poncifs de plus en plus lassants. Pourquoi de plus en plus lassants ? Parce que justement, on ne leur donne aucune vulnérabilité, on les autorise pas à être imparfaites. Et nous, on trouve que c'est un petit peu ennuyeux. On l'a vu beaucoup avec Buffy, par exemple. On aimait qu'elle soit courageuse et qu'elle ait toujours de la répartie. Mais maintenant, quand on voit June dans The Handmaid's Tale, qui fixe toujours la caméra d'un regard déterminé, on se dit qu'elle n'a pas assez de complexité et qu'on aimerait la voir aussi de temps en temps un petit peu plus vulnérable parce que nous, on ne peut pas être forte tout le temps. Non, personne ne peut être fort tout le temps. Non. Et alors, paradoxalement, vous relevez aussi ceci, Marie Telling, c'est que la figure de l'anti-héros masculin est omniprésente dans la production télévisuelle et pas la figure de l'anti-héroïne. Alors, ça a changé ces dernières années et c'est justement pour ça qu'on a pu faire ce livre. Mais c'est vrai que la figure du anti-héros masculin était portée au nu pendant des années. À travers la télé-prestige, parce que ça a commencé avec les séries HBO de Les Sopranos. NYPD Blues. Oui, on disait c'était la première fois qu'on voyait un policier qui doutait. Oui. Ce qui n'arrivait jamais auparavant. Colombo ne doute pas. Oui, non, mais c'est ça. En fait, c'est des personnages masculins qui. Mais on l'a vu aussi au cinéma. C'est-à-dire que Le Parrain, c'est ça. C'est des personnages masculins qui sont parfois criminels, qui ont une moralité douteuse, plus que douteuse, et qu'on admire quand même et qu'on aime quand même. Les femmes n'avaient pas forcément leur place dans ces visions-là, parce qu'il y avait beaucoup moins de femmes qui avaient la place d'écrire aussi des fictions. Aujourd'hui, ça a changé. Il y a de plus en plus de séries qui sont créées par des femmes, pour des femmes.
et qui ont des héroïnes, des anti-héroïnes féminines, des femmes complexes au cœur de leur narration. Mais en même temps, on montre dans le livre qu'à travers l'histoire de la télé, il y a toujours eu des anti-héroïnes. Parfois, elles n'étaient pas écrites volontairement comme telles, c'était plus des clichés, mais on les aime aussi pour ça. Alors, puisque vous parlez de clichés, vous avez classé ces anti-héroïnes avec des adjectifs. Là aussi, c'est des clichés. Expliquez-nous ce choix. C'est presque amusant quand on feuillette comme ça. Il y a les hystériques, les repoussoirs, les traînées, les castratrices, les superficielles, les mères indignes. Je n'oublie pas les psychopathes ou alors les mauvaises victimes et les revêches. Oui, ça peut paraître bizarre, mais... C'est vos catégories, hein, je le précise. Hein. Complètement, mais en fait, c'est aussi des catégories qui correspondent à ces personnages, c'est-à-dire que pour beaucoup d'entre elles, dans la série à laquelle elles appartiennent, on les qualifie comme ça. Et on s'est rendu compte que contrairement aux anti-héros masculins, les anti-héroïnes, leurs défauts sont toujours ramenés à un défaut de féminité, à un manquement envers la féminité. Et donc justement, on leur reproche d'être des mauvaises mères, d'être carriéristes, d'être des traînées. Et donc ce qu'on reproche jamais à un homme d'être carriériste. Exactement. Et en fait, tous les qualificatifs qu'on emploie dans le livre pour ces chapitres-là sont des qualificatifs qu'on n'emploie que pour des femmes. On ne dit jamais d'un homme qu'il serait une peste. Voilà. Qu'il ait une traînée. Sauf psychopathe. Sauf les psychopathes. Qui est utilisé pour les deux, mais on voulait en parler. On ne dit pas d'un homme qu'il ait une traînée, on dit que c'est un séducteur. Voilà, exactement. On ne va pas reprocher à un homme d'être superficiel. S'il aime le foot, par exemple, alors qu'une femme qui aime les magazines de mode, on va lui reprocher d'être superficielle. Il y a quand même un deux poids deux mesures, donc on voulait souligner ça aussi. Et évidemment, l'utilisation de ces clichés, on ne l'utilise pas au premier degré. Hein. Totalement d'accord avec vous. L'approche peut me permettre de dire que ce soir, il y a PSG Benfica. On voit vraiment, j'avais jamais vu les choses en termes de football et vous avez totalement raison. Alors, on va rentrer dans les détails. Parmi ces anti-héroïnes, il y a celles que vous avez donc appelées les traînées. On va entendre l'une d'entre elles, personnage de Samantha Jones, qui est jouée par Kim Cattrall dans la série Sex and the City. Dans la scène qu'on a choisie, elle est à la terrasse d'un café avec ses copines et elle raconte sa vie sexuelle de manière très crue. Écoutez. Je baise avec un type dont le foutre a un goût très bizarre. Je suis désolée, mais à qui d'autre voulez-vous que je parle de ça? Peut-être tout simplement à personne. Et vous êtes mes meilleures copines, aidez-moi. Vous avez déjà eu ce problème? Non, mais pourtant c'est un super coup au lit, c'est très décevant. C'est comme ouvrir une mauvaise bouteille de Beaujolais nouveau le jour où il arrive. Qu'est-ce que je peux faire? Arrête de le sucer. Oh non, c'est inenvisageable. Marie Telling, qu'est-ce que ce personnage de Samantha Jones dit des femmes? Qu'elles ont une libido, qu'elles sont pires que les mecs, qu'elles sont pareilles que les mecs? Qu'elles ont le droit d'avoir une libido et d'avoir une sexualité débridée si elles ont envie. Et c'est vrai que c'était pas forcément un exemple que on regardait ça tard le soir quand on était adolescente. Nos parents voulaient peut-être pas qu'on regarde ce personnage, mais c'était aussi bénéfique pour nous d'avoir un autre modèle et une femme qui assume complètement son appétit sexuel. Vous avez dit un mot qui m'intéresse, c'est un modèle ou c'est un anti-modèle puisqu'on dit les héros et les anti-héros? Comment vous la percevez, elle, par exemple, en l'occurrence, puisqu'elle est emblématique? En tout cas, moi, je rejoins Marie, c'était un modèle en grandissant. Désolée, maman, mais parce que c'est vrai que, justement, nous, on nous apprend tout l'inverse de ce que fait Samantha. On nous dit qu'il ne faut pas parler de sexualité, que c'est tabou quand on est une femme, que ce sont les hommes qui drivent un peu le désir sexuel. Et donc, voir une femme qui l'assume, qui dit même au début de la série qu'elle veut coucher comme des hommes, je trouvais ça assez révolutionnaire. Et je pense que ça nous a permis de déconstruire, enfin en tout cas je parlerai juste pour moi, ça m'a permis de déconstruire beaucoup de ces tabous-là et de me dire que oui, la sexualité pouvait être un terrain de jeu aussi pour les femmes comme pour les hommes. On en parlera tout à l'heure dans la deuxième partie. Vous restez avec nous, Anaïs Bordage, Marie Telling, passionnant essai, petit éloge des anti-héroïnes de série. Culture Média continue sur Europe 1. 9h, 11h. Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Il y a les traînées, il y a les repoussoirs, il y a les superficiels. On les trouve dans ce petit éloge des anti-héroïnes de série. Ça vous fait sourire, mais ce sont vos titres de chapitre. Oui, c'est vrai. Les autrices sont avec nous, Anaïs Bordage et Marie Telling. L'anti-héroïne, c'est aussi la femme au foyer. Anaïs Bordage, avant même qu'on parle de la charge mentale, la vie de femme au foyer ne fait pas rêver, surtout quand elle est poussée à l'extrême, ce qui est le cas dans cette série qui porte bien son nom, Desperate Housewives, femme au foyer désespérée. On va entendre un extrait de Brie Van de Camp à table avec son mari Rex, son fils Andrew, sa fille Danielle. Écoutez. Comment trouvez-vous l'osso bucco? Pas mal. Pas mal? Andrew, j'ai passé 3 heures à cuisiner ce plat. Tu te rends compte de ce que ça me fait d'entendre « c'est pas mal » sur ce ton désinvolte? Qui t'a demandé de passer 3 heures à cuisiner? T'es pas obligé de servir de la grande cuisine. Tu peux nous servir de la bouffe. Tu prends de la drogue?
Quoi? Le changement de comportement est un des premiers signes. Tu es devenu infernal, abject depuis quelques mois. Voilà qui expliquerait pourquoi tu t'enfermes dans la salle de bain. Ah non, maman, dans la salle de bain, il fait autre chose. La ferme. Maman, c'est pas moi qui ai un problème. C'est toi, on dirait que tu veux décrocher le titre de la meilleure ménagère du pays. Rex, j'aimerais que tu dises quelque chose. Enfin, tu es tout de même le chef de famille. Passe-moi le sel. Très bonne relance. Anaïs Bordage, comment on peut s'attacher à Brie, justement, mère autoritaire, psychorigide, complètement soumise? Qu'est-ce qu'elle peut nous inspirer et vous inspirer de positif? Je ne sais pas si elle est complètement soumise, mais en tout cas, elle est extrêmement divertissante. Déjà, l'extrait est marrant. Oui, mais elle n'est pas à son avantage. Ah non, ça c'est sûr. Elle est marrante malgré elle. Oui, complètement. En quoi est-elle intéressante? Elle est intéressante parce que, effectivement, Desperate Housewives, c'est tout le propos, c'est de déconstruire le cliché de la femme au foyer, de la mère au foyer. Et en fait, Brie, comme toutes les coincées qu'on a mises dans le livre, c'est la preuve qu'on ne peut pas gagner quand on est une femme, puisque elle répond à toutes les règles, à toutes les injonctions. Elle fait bien la cuisine, justement, elle s'occupe de tout le monde. Et en fait, elle saoule tout le monde. C'est-à-dire qu'elle en fait tellement dans l'idéal de féminité que ça devient complètement rigide et désincarné. Et en fait, c'est une des plus grandes injonctions avec lesquelles on lutte tout le temps, c'est que la féminité, elle devrait être parfaite, mais elle devrait aussi être spontanée. On ne devrait pas voir l'effort. Et malheureusement, Brie, on voit ses efforts, elle fait énormément d'efforts jusqu'à ce que ça étouffe complètement les gens autour d'elle. Mais elle fait tout ce qu'on lui a toujours demandé, elle fait ce qu'on dit de faire dans les magazines féminins, ce que la société lui a toujours dit de faire, et malgré ça, ça marche pas. Donc c'est assez tragique au final. Voilà, Bruno Donnet montrait la dernière couverture du L avec en titre « Laissez-nous vieillir ». On tourne la page, il y avait une crème anti-âge. Je dis pas ça parce que vous travaillez au L, mais c'est assez marrant, plutôt terrifiant en même temps, de voir à quel point il y a des doubles injonctions qui sont imposées aux femmes. Les doubles injonctions, oui, c'est toujours le cas, et c'est vraiment le cas dans le cas de Brie, parce qu'elle a justement, elle correspond, en plus elle l'assume, c'est-à-dire, c'est pour ça elle est pas soumise, elle assume vraiment son côté conservatrice et jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'elle saoule ses enfants et son mari au début de la série, mais elle va quand même trouver des gens qui vont l'accepter pour ça et qui vont la célébrer pour son côté très conservatrice et hyper rigide. Alors, parmi les anti-héroïnes, vous dites qu'elles sont mal aimées. Il y en a une qui est plutôt aimée des téléspectateurs. On va l'entendre, c'est Rachel Green, qui est jouée par Jennifer Aniston. On est dans Friends, évidemment. On écoute et après, vous nous direz quel est son défaut et pourquoi, malgré tout, elle a du succès. Ross, qu'est-ce que c'est? Bonne chance, vieux. Bon courage, salut. Très bien. Avant tout, faut pas que tu oublies à quel point je suis fou de toi, d'accord? Je suis un peu étourdie, préoccupée de mon allure, enfant gâté, et je ne suis qu'une serveuse. Non, ça c'est... Enfin, en opposition... Bon, allez, tout ça c'est terminé, n'est-ce pas? Et je n'ai jamais eu les chevilles potelées, sale sournois. Marie Telling, vous écrivez que Rachel est superficielle, mais elle est drôle aussi. C'est ça qui la sauve? Oui, c'est souvent le cas avec les héroïnes superficielles. C'est des grandes sources de divertissement parce qu'elles sortent pas mal de conneries parfois. Mais dans le cas de Rachel, elle est très intelligente aussi. Elle a beaucoup de profondeur. C'est ça qui est intéressant dans le personnage et c'est pour ça qu'on l'aime. Et c'est ce que déconstruit aussi la série, tout en rentrant aussi dans le cliché. C'est-à-dire que la série présente Rachel comme une fille à papa, superficielle, futile, matérialiste. C'est ce qui lui est reproché par les autres personnages. Mais en même temps, c'est celle qui va avoir la plus belle évolution de Friends, qui va devenir une femme très autonome, indépendante. Et c'est aussi une des plus divertissantes parce qu'au final, elle a beaucoup plus de profondeur, elle est très marrante, elle a beaucoup d'esprit et elle est très vive. Donc, sous son apparence de fille à papa qui utilise la carte bleue de son père pour faire les boutiques et qui est obsédée par les chaussures, elle est beaucoup plus vive que ça, quoi. Et elle abandonne jamais sa superficialité, c'est-à-dire que même à la fin, avec toute cette belle évolution, elle reste une fille qui est passionnée de fringues et qui s'intéresse à son apparence, et ça ne fait pas d'elle quelqu'un qui serait pas digne d'intérêt. Oui, c'est même pour ça qu'on l'aime. Puisque vous parlez d'évolution, est-ce que les rôles évoluent avec le temps? Il y a de plus en plus de showrunneuses, de plus en plus de productrices. On peut citer Nicole Kidman, Reese, comment on prononce, Reese Witherspoon. Merci beaucoup. Qui ont multiplié les personnages féminins. Quelque chose est en train de changer? Oui, ça fait quelques années maintenant. Il y a vraiment, déjà, avec les exemples que vous avez cités, il y a un mouvement du cinéma vers la télévision, notamment pour les femmes, parce que c'est là qu'elles peuvent trouver des rôles un petit peu plus intéressants, un petit peu plus développés. Le principe de la série, c'est que ça dure sur le long cours et que donc on peut creuser un petit peu plus un personnage psychologiquement. Donc c'est aussi pour ça que Reese Witherspoon et Nicole Kidman se sont tournées vers la télévision, parce qu'elles trouvaient plus de rôles
rôle à leur hauteur au cinéma. Et effectivement, oui, il y a de plus en plus de showrunneuses qui font bouger les choses. Et maintenant, il y a aussi beaucoup de séries chorales féminines où il n'y a pas 1 ou 2 personnages féminins intéressants, mais il y en a 10 ou 15. Oui, et d'ailleurs, la classification en cliché qu'on a faite, ce qu'on espère, c'est qu'elle ne sera plus pertinente dans quelques années. C'est ce qu'on voit déjà. C'est beaucoup plus difficile de classer les personnages féminins qu'on voit aujourd'hui à l'écran parce qu'elles rentrent beaucoup moins justement dans un cliché. C'est moins manichéen qu'avant, c'est ce que vous voulez dire. Oui, c'est ça, où on tombe... elles sont écrites avec beaucoup plus de profondeur. Après, on peut toujours trouver évidemment un fil conducteur dans les stéréotypes ou des choses comme ça, mais elles sont écrites avec beaucoup plus de complexité. C'est un oubli ou pas, vous allez me dire. Pas une seule série française n'est référencée dans votre ouvrage. Pour quelle raison? Est-ce qu'on ne sait pas écrire des personnages d'anti-héroïnes en France, ou on n'ose pas encore? Je pense que déjà forcément la production anglo-saxonne domine quand même. Elle est pléthorique. Voilà, donc forcément on avait plus d'exemples dans ces séries-là. C'est aussi un biais qu'on a, c'est-à-dire qu'on préfère toutes les deux les séries anglo-saxonnes. Et il y a des personnages féminins qu'on adore dans les séries françaises, comme Andrea de 10% ou Marie-Jeanne dans Le Bureau des légendes. Mais en fait, c'était des personnages dont on admire avant tout les qualités et donc qui ne correspondaient pas vraiment aux catégories qu'on avait créées pour le livre, puisque dans le livre, tous les personnages qu'on cite, c'est des personnages dont on admire avant tout les défauts. Et on n'avait pas envie de faire l'éloge des défauts d'Andrea ou de Marie-Jeanne. C'est vrai que j'ai pas fait une recension, mais toutes les séries françaises que j'ai vues, et Dieu sait que j'en vois beaucoup parce qu'on reçoit souvent des comédiennes ici, elles n'ont quasiment aucun défaut, toutes. Dans Les Combattantes, la série chorale de TF1, ou La Stagiaire, ou HPI avec Audrey Fleurot, elle ne fait quasiment aucune erreur. Elles ont un petit peu moins d'épines, je pense, effectivement. Mais voilà, c'est vrai que c'est aussi une question de quantité, même si il y a beaucoup de productions françaises. Pour nous, depuis notre plus jeune âge, les séries américaines et anglaises ont toujours dominé. Ça s'appelle Petit éloge des anti-héroïnes des séries. C'est signé Anaïs Bordage et Marie Telling. Merci d'avoir été avec nous. Je donne le nom de l'éditeur parce que c'est une petite maison. Ça fait toujours plaisir de faire plaisir. Édition Les Pérégrines, comme des pérégrinations. Merci d'avoir été avec nous en direct. Culture Média continue évidemment dans un instant. Bruno Donnet pour ses télescopages. Il a scruté la crise de communication du pétrolier Total. Il a constaté qu'en matière de reprise médiatique, il n'y avait pas eu de pénurie. C'est dans moins d'1 minute. À tout de suite.